Silence. Moteur. Ça tourne. Action. Alpha. Yed. Carla. Johan. Eleanor. Siaba. Merci beaucoup. Alors, on débute toujours à une émission ou un tour de table en tout cas pour mieux se connaître. À vous de nous dire un peu qui vous êtes. Et on a essayé de faire en fait un petit jeu là-dessus. C'est que qui va présenter qui en fait ici? Vous vous présentez pas vous-même. On y va, on démarre? Alors, Johan peut-être? Tu vas parler de qui? Je vais parler d'Eleanor. Vas-y, on t'écoute. 16 ans. Et plus tard, elle voudrait être une chanteuse professionnelle. Donc, elle a déjà participé à plusieurs. Elle a déjà été sur plusieurs salles de musique. Ok, Eleanor, ça te va comme présentation? Oui, alors pour un petit peu plus préciser, juste j'ai fait plusieurs scènes. Moi-même, j'ai chanté j'ai fait le Festival des Jeunes Talents 2 fois. Cette année, ça va être la 3e fois. Et après, je suis déjà allée voir des concerts. J'ai vu le Festival des Jeunes Talents en tant que spectatrice. Donc déjà, chanteuse Eleanor, rappelle-moi ton âge? 16 ans. 16 ans. Qui tu vas nous présenter autour de la table, Eleanor? Je vais présenter Johan, qui a 18 ans, qui adore le code et qui est scénariste sur le médiéval fantastique. Fantasy. Excellent. Le code de quoi tu fais, Johan? C'est pas le code de la roue, tout ça, c'est le code, le développement informatique. Les langages que je connais, c'est le Lua, le C++ et un peu de Python. Ok, Alpha, tu nous présentes qui? Je présente Yed. Yed, il a 16 ans. Il a 15 ans. Plutôt, il a 15 ans. Donc, il est réalisateur, en fait, de séries et films. Incroyable, il est déjà réalisateur de séries et de films. Mais Yed, faut que tu nous parles de ça. Je voudrais être. Ah, ok. Bah déjà, c'est futur. énorme. Je voudrais être réalisateur de films et de séries. Voilà. Ok, il t'a bien présenté, Alpha? Ouais, ça va. T'as un doute, hein? J'ai 15 ans, je fais du foot. Et voilà. Ok, Je suis au collège Jean d'Albret. ok. Voilà. Bon, c'est presque tout. Yed, tu nous présentes qui alors Je vais du coup? présenter Alpha. Vas-y. Alors Alpha, il a 17 ans. Il vient de la Guinée. À 14 ans, il est parti vivre en Algérie pendant 2 ans. Là-bas où il a fait de la soudure. Où il a développé son compte TikTok. Où il a été influenceur. Plus de 600 000 abonnés. Et donc voilà, il est venu en France il y a combien de temps, Alpha? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc là, il cherche un métier. Et pourquoi il est là? Il est là parce que les éducateurs de rue, ils lui ont dit ouais, pendant les vacances, il y a une semaine d'atelier jeune où à la fin, tu es payé 90 €, où tu vas apprendre à connaître des gens. Et ouais, voilà, tu vas manier une caméra, tu vas savoir gérer de l'audio, tout ça. Voilà. Super, très belle, très précise comme présentation, Alpha. Tu veux rajouter en plus quelque chose? Bon, c'est tout, en fait. J'adore. Carla, tu nous parles de qui? Tu nous présentes qui autour de la table? Moi, je vais présenter Siaba. Donc, avant, elle était... c'est où que tu étais avant? Utopie. Utopie. Donc, avant, elle vivait à Utopie. Elle est arrivée en France il y a maintenant 5 mois. Et c'est compliqué encore de parler français. Mais en vrai, elle se débrouille bien et voilà. Et elle aime chanter. Donc, sa passion, c'est chanter, danser. Et elle a déjà fait des spectacles. Alors, quel est ce pays de l'utopie? Non, parce qu'en fait, on fait une erreur, Carla, mais c'est très beau comme erreur. C'est qu'en fait, tu parles du pays de l'utopie. Est-ce que vous pouvez rectifier le pays dont tu es originaire? Siaba, ça vous parle ou pas, non? Yed, ce pays de l'utopie, c'est lequel plus précisément? Je crois que c'est Éthiopie. C'est bien Éthiopie d'où tu viens? Oui. Ok.
Donc, est-ce que tu as dit, Carla, que Siaba, elle parle français couramment ou pas trop? Elle parle pas trop français, mais en vrai, l'anglais, c'est plus qu'elle parle. Elle Ok. parle plus anglais. Donc, tu nous parleras anglais. Et puis, on a un traducteur autour de la table qui est très bon traducteur depuis le début de semaine, c'est Johan. Donc, ça, c'est parfait. Siaba, tu présentes quelqu'un? Carla. Vas-y. Elle s'appelle Carla. Elle vient de Portugais. Elle aime chanter. Elle est là. That's all? Ok, Johan, merci pour la traduction. Là, c'est pas la peine. parce Ça qu'elle a a été fait- très dur. Là, tu as fait en français, Siaba, mais après, tu feras en anglais parce que ça sera un peu plus compliqué. Donc, c'est un atelier international. Plein de gens viennent de plein d'endroits du monde, donc c'est super. On a fait, du coup, cette semaine, ce qu'on appelle un atelier jeune. Carla, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un atelier jeune dans les grandes lignes, s'il te plaît? Ben, déjà, l'atelier jeune, c'est proposé aux adolescents de 14-18 ans. Donc, en fait, ils proposent plusieurs types d'activités. Donc, on choisit ce qu'on voudrait faire. Et à la fin de la semaine, on gagne 90 euros. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas le faire pendant toutes les vacances. On peut le faire qu'une fois. Donc, voilà. Une seule fois dans l'année. Voilà. Et Yed, toi, tu as déjà fait des ateliers jeunes? Parce que je crois qu'autour de la table, tu es le seul à en avoir déjà fait. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait avant comme atelier jeune? Oui, j'ai fait un atelier jeune dans la banque alimentaire, ainsi que dans la peinture et dans les bleuets. Donc, Dans les bleuets, c'est quoi? j'ai fait les tâches ménagères là-bas. Laver les vestiaires, nettoyer le sol, tout ça. Et à la banque alimentaire, c'est une association d'alimentation, enfin je sais pas. Ouais, je pense que tout le monde connaît, mais sauf Ouais. peut-être pas dans vos âges, je sais pas. Mais sur la banque alimentaire, tu as appris ce que c'était comme structure quand même quand tu as fait l'atelier jeune? Ouais, c'est une association où des gens ils font des dons, où ils envoient soit de la nourriture, soit ils envoient de l'argent directement pour distribuer aux sans-abri, aux gens Qui sont dans le besoin. ouais, qui sont dans le besoin. Exactement. Et alors, du coup, Yed, qui t'a parlé de cet atelier jeune, de ces ateliers jeunes? En fait, comment on fait pour être au courant qu'il y a un atelier jeune? Toi, dans ton cas, qui Ben, t'en a parlé? Moi, dans mon cas, c'est mes éducateurs, enfin les éducateurs de rue. Qui sont ces éducateurs? Ils sont donc dans la rue, par définition. Toi, tu habites où? J'habite à Hausse-des-Bois. D'accord. Comment ça se passe concrètement, le rapport avec eux? Bien. Bon, alors, ils sont dans la salle, donc du coup, Ouais, ils ils sont n'osent dans pas la trop salle. parler. Non, et- Vas-y, qu'est-ce que ces personnes-là donc sont utiles? Comment elles sont utiles pour toi? Qu'est-ce qu'elles t'apportent? Ben, à chaque fois qu'il y a pendant les vacances et tout, ils organisent des sorties. Ils m'ont trouvé un atelier jeune. Donc voilà, merci à eux. Qui veut parler aussi des personnes qui les accompagnent autour d'eux? Autour de la table, on a plusieurs types d'accompagnement, de personnes qui vous aident dans votre quotidien. Je sais que Johan, par exemple, toi, quelle est la structure qui t'aide? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça peut être intéressant d'en parler à ceux qui connaissent pas. Oui, bien sûr. La structure qui m'accompagne est appelée le CRAPS, ou en termes complets, c'est le Centre de recherche et d'action psychosociale. C'est une structure qui aide les jeunes qui ont quelques difficultés, que ce soit parce qu'ils sont déscolarisés pour des problèmes qui sont à part à eux ou d'autres raisons qui sont parfois personnelles. Dans mon cas, c'était puisque j'ai un TDAH, qui veut dire trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et j'étais pas très social et j'avais d'autres problèmes. Et grâce à cette structure, j'ai pu réussir à faire avec ces problèmes, de vivre une vie un peu plus normale. Et donc, ils m'aident. Donc, les vacances, ils font aussi des activités. Dans ce cas-là, il y a un de cette structure qui m'a dit qu'il y avait un atelier jeune. Et donc, j'ai dit pourquoi pas.
Bon, en tout cas, tu t'es super bien adapté dans l'atelier hein, toute la semaine. Donc là, les troubles, on les a pas vus du tout. Et c'est bien de parler des structures comme ça dans lesquelles on peut se retrouver et être beaucoup aidé, qui sont essentielles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme structure Carla, tu voulais parler, toi aussi, tu voulais... Éducatrice que je connais maintenant, ça va faire 2 ans. Elle me suit parce que j'ai des difficultés donc à parler français. Et après, il faut savoir, j'ai une autre éducatrice qui, elle, par exemple, me suit depuis vraiment toute petite. Mais elle, je la vois vraiment très rarement puisqu'elle est plus pour la famille. Donc tout ce qui est problème, les papiers ou des trucs comme ça. Et celle que je connais maintenant depuis 2 ans, elle est plus pour moi, pour m'aider à moi avec ma mère et mon père et tout. Et pour l'école, le collège, parce qu'avant, je n'étais pas sociable aussi. Et après, petit à petit, je suis devenue hyper sociable et elle m'aide tout le temps. Donc ça marche, En soi, oui. c'est très important pour toi. Ouais. D'autres personnes ont des accompagnements. Alpha, tu voulais peut-être parler de la structure dans laquelle tu es aussi. Vas-y, Alpha. Ouais, je suis dans l'association d'Isarcos. Bon, il y avait un monsieur là-bas qui s'appelle Patricie. Donc, c'est lui qui a parlé avec mon éducatrice, en fait. Vous voyez, comme un jour au café associatif là-bas, parce qu'un jour, je suis allé là-bas pour faire un peu de rap, en fait. Donc, après, mon éducatrice m'a demandé, il y avait un atelier de zen, je te conseille d'aller là-bas parce que je pense que tu as de bons talents, en fait, tu vois. Donc, je te conseille d'aller là-bas. À ce moment-là, M. Patrici m'a laissé un message. Donc, je me suis vu avec lui et il nous a fait venir ici, moi, avec une amie qui s'appelle Iaba. Super, super Alpha. Merci pour ces précisions. Du coup, tu me permets de faire le lien avec cet atelier qu'on vous a proposé cette semaine, puisque tu as parlé de pratique artistique et puis qu'on t'a proposé de venir à cet atelier jeune. Effectivement, Eleanor, c'était quoi le sujet de cet atelier jeune, maintenant qu'on sait ce que c'est un atelier jeune? Ensuite, on sait qu'on peut y faire soit dans des œuvres humanitaires, soit de la peinture, soit etc. Et ensuite, là, cette semaine, quel était le thème abordé, proposé, qui vous était proposé? Eh bien, tout simplement, on a interviewé des personnes qui travaillent dans le métier de la scène, mais dans l'ombre. Donc, qu'on ne voit pas quand on va voir un concert, ça. Et Joanne, merci Eleanor. Joanne, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme notion qui était proposée dans cet atelier, au-delà de découvrir et aller découvrir et interviewer des personnes qui travaillent dans le monde du spectacle? Ce qu'on a pu apprendre, c'est comment utiliser une caméra et le cadrage, comment se positionner, comment dire à la personne qu'on va filmer où se positionner, comment faire. Donc on a appris tout ça avec une personne qu'on a vue lundi. Oui, alors ça on va en parler juste après, mais effectivement on va rentrer dans le détail juste après. Non, mais tu as bien raison. Donc il y avait tout le maniement matériel, caméra, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi Yette, peut-être si tu peux préciser ensuite les autres domaines de ce qu'il a fallu apprendre, faire cette semaine dans cet atelier. Il a fallu qu'on organise des questions pour pouvoir interviewer les directeurs des salles, comme du Zénith. Ça consiste en quoi, préparer des questions? Se réunir et aller dans les sites internet, trouver des questions adaptées à poser. Et voilà. Alors, est-ce qu'on posait... Ça, c'est un peu des choses qu'on a vues le lundi, dont on va en parler avec Antoine de la Kumamovi. Je reste avec toi, Yette, parce qu'on avait préparé ensemble sur les questions. Il y a donc aller faire des recherches. Il y a quoi d'autre, en fait, quand on pose les questions? Les étapes par étapes. Ouais, c'est l'ordre des questions. Ouais, l'ordre des questions. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris aussi comme autre notion dans la semaine, dans l'atelier jeune? Il y a une notion qui est importante dans un atelier jeune aussi. Je vous bassine un peu avec ça d'ailleurs toute la semaine.
Arriver à l'heure, Ah oui, se repartir. projeter dans le monde du travail. Exactement, tu peux nous en dire un petit peu plus, Yed? Se lever tôt, apprendre ne pas venir en retard, ne pas avoir d'absence comme en cours. Et c'est tout? La seule notion du travail, c'est par rapport aux horaires uniquement? Non, c'est travailler en équipe aussi. Merci. Effectivement, c'est travailler en équipe. C'était une notion, c'est vrai, dont on a parlé dès le début. Et j'espérais que pendant la semaine, vous pourriez travailler en équipe. On va voir ça à la fin de l'émission, si effectivement vous avez réussi à travailler en équipe. Et on va l'écouter pendant les reportages qu'on va entendre. Merci Yed. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va vous parler de ce qui s'est passé concrètement pendant cette semaine. Eleanor, lundi, ça a attaqué. À quelle heure cet atelier jeune il a attaqué lundi? Eh bien, à 14h. Oui. Ouais, à 14h, donc ça va, hein, pour se lever tôt, c'est tranquille. Ok, donc vas-y, dis-nous, Eleanor. Alors lundi, on est allé à la Kuma Movie, à la rencontre d'Antoine, qui nous a appris à interviewer correctement, donc à bien cadrer, à poser des bonnes questions. Et voilà. C'est quoi la Kumamovi? Vous pouvez dire un peu ce que c'est? Johan. La Kumamovi, c'est une association, si je me rappelle bien, qui est sur le fait d'aider les gens à réaliser leurs projets si c'est possible. Donc on a rencontré le directeur, c'est la personne qu'on a parlé. C'est justement lui qui nous a appris comment manier la caméra avec toutes les notions qui vont avec. C'est aussi lui qui nous a dit à propos du silence, moteur, ça tourne et action. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre, Antoine? Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Il nous a dit que pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, il faut savoir échouer. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand on était bébé, c'est pour savoir marcher, c'est tomber pour ensuite se relever et pouvoir continuer à apprendre à marcher, parce que sinon tu apprends pas. Ah, d'ailleurs, Eleanor, tu as une petite anecdote là-dessus? L'anecdote, c'est avec ma sœur. C'est sur les réseaux sociaux, donc comme je l'ai dit, j'ai fait des scènes et ça m'arrive du coup de demander à mes amis, ma famille de me filmer pour ensuite le poster sur les réseaux sociaux. Et des fois ma sœur elle débarque dans ma chambre et elle me dit mais tu as vu dans cette vidéo, des fois tu chantes pas juste. Et je fais oui, c'est normal, je veux montrer qu'on n'est pas parfait, qu'il y a un début à tout. Et que, imaginons plus tard, je suis une chanteuse professionnelle, peut-être internationale, faut rêver. Ça sera avec plaisir et honneur que je remettrai ces vidéos, que je dirai, voilà, j'ai été à un moment, j'étais au début, j'étais comme vous, j'étais pas parfaite, il y avait des erreurs. Et j'aime bien l'image aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, donné, mais c'est quand on est bébé, quand on tombe et qu'on apprend à marcher. Et effectivement, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. C'est un exemple que tout le monde a eu. Et ça, c'est cool, comme ce qui nous a laissé Antoine comme idée dans la tête. Alpha, qu'est-ce qu'on a fait après les jours suivants? Mardi, mercredi, jeudi, et vraiment en résumé. Ouais, le mardi, on a fait la préparation des questions pour interviewer le Zénith, à l'atelier du Nez et aussi à Ampli. Donc, c'est tout, ça va. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, on va écouter vos productions. Je tiens à signaler que c'est vous donc qui avez fait les questions, c'est vous qui avez fait les cadreurs caméramans. Et le seul truc, c'est le montage. On peut pas, parce que sur le temps qui vous est imparti, on peut pas rentrer dans le montage. Mais pour le reste, c'est vous qui avez tout fait. Donc on écoute votre reportage au Zénith de Pau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Zénith de Pau et nous allons interviewer le régisseur et la directrice. Venez avec nous. Quelle est l'histoire du Zénith de Pau et comment est-ce qu'il a été créé? Alors le Zénith a 30 ans depuis cette année. Il a été créé et voulu par André Labarrère, ancien maire de Pau, pour avoir toute une dynamique de spectacle et pour
un petit peu offrir une offre de spectacle aux Palois qui étaient obligés d'aller sur Toulouse ou sur Bordeaux. Et il a choisi en fait de prendre un label qui s'appelle le Zénith. Donc le Zénith, c'est un label qui est national pour pouvoir avoir tout l'appui commercial et stratégique. Les zéniths ne se ressemblent pas, c'est comme une charte, c'est un signe de qualité en fait. Quand vous allez dans un zénith, donc ça correspond à une quantitative de personnes, on peut accueillir un peu plus de 1000 personnes. Vous avez une qualité sonore, vous avez ces signes de qualité, mais aucun zénith ne se ressemble. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Moi, j'adore toute la variété qu'on peut avoir. J'adore voir des gens qui sont heureux lors des soirs de spectacle. Après, j'adore la musique, j'aime les artistes et j'aime cette adrénaline qu'on a avec notre équipe, de pouvoir recevoir des artistes, mais surtout recevoir le public et les voir très très heureux ce soir-là. Souvent, on me demande qu'est-ce que je fais comme métier, de l'expliquer, donc c'est toujours difficile. Donc je dis que je fais rêver les gens. En fait, on est des hommes de l'ombre. C'est des métiers à passion où il est difficile de jauger en fait l'investissement. Et on est là pour avoir il y a beaucoup d'adrénaline, il faut répondre à des cellules de crise et voilà, un peu c'est des métiers très spécifiques qui ne sont pas faciles puisqu'on vit toujours dans cette grande boîte noire, mais il y a un grand côté humain entre collègues, il y a encore beaucoup de belles valeurs. En moyenne, combien de spectateurs viennent à vos concerts ? Alors, sur l'année, aujourd'hui, on est à peu près à 180 000 personnes et on est sur des jauges qui peuvent aller de 1000 personnes jusqu'à 5500 personnes. Ça dépend en fait de l'artiste et de l'actualité qu'il peut avoir et de l'attrait qu'il va avoir. Donc, c'est très, très variable. Donc, s'il faut donner une moyenne sur l'année, on va dire que notre moyenne, elle est à 2005, je pense. Comment prenez-vous contact avec les artistes ? Alors, c'est les productions qui prennent contact avec nous. Ils nous appellent et dans le cadre de leur tournée, ils savent qu'ils ont un artiste et ils sollicitent les salles pour faire ce qu'on appelle un routing, c'est-à-dire à travers la France. Ils savent qu'ils ont, 20, 30, 40, 50 dates à programmer et ils contactent les salles. Et parfois, j'avoue que quand on a un artiste qu'on aimerait bien avoir à Pau, on parle avec certaines productions, on leur dit tiens, j'aimerais bien avoir un tel ou un tel, est-ce que tu peux penser à nous ? Voilà, c'est vraiment un travail, programmer un artiste. C'est le producteur qui fait ça, avec son promoteur et ensuite ils viennent voir les salles. C'est vraiment un travail de confiance pour dire qu'on est capable d'accueillir un artiste avec tout son décor et tout son univers. Comment fonctionne la préparation d'un concert ? Donc l'idée en fait c'est d'étudier toutes les difficultés en fait que proposent les besoins techniques, ça, au niveau électrique, au niveau de la charge d'accueil, au niveau de quantité de camions, au niveau de la capacité publique et toujours avec un aspect sécurité. Donc selon il faut prendre toutes ces contraintes en considération, évaluer la possibilité, évaluer le coût. Et ensuite, on fait plusieurs échanges, on fait des études de charge, on fait des propositions. Et tout ça, bout à bout, on arrive à conclure une date. C'est à peu près 6 mois de préparation, le temps de faire des échanges, le temps de retoucher un petit peu les points essentiels. Voilà, tout simplement. Et après, une fois que ça c'est fait, on travaille sur ce qu'on appelle le plan de salle. C'est-à-dire qu'autour de vous, là, il y a des gradins.
Et en fonction de l'artiste, on va ouvrir telle ou telle jauge, c'est-à-dire qu'en fonction du cadre de scène, on va ouvrir plus ou moins des gradins. Et ça, c'est hyper important de le calibrer avant, parce qu'en fonction par exemple, de l'ouverture de la scène, RAM va dire on peut ouvrir tel et tel gradin, c'est-à-dire ouvrir un maximum. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une mise en vente, c'est-à-dire que les sièges qui sont autour de vous, ils sont sur un plan, ils sont envoyés aux différents points de vente pour que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'acheter un concert. Vous allez cliquer quand c'est des places numérotées sur des sièges. Et ça, il y a des gens qui ont travaillé avant pour que ce plan soit fait. Voilà. Des escrocs vendent des places déjà complètes sur les réseaux sociaux. C'est arrivé en mars 2024. Comment gérez-vous ce genre de situation ? Alors en fait, oui, il y a aujourd'hui avec les ventes sur Internet, il est facile pour des gens malveillants de faire des faux billets. Alors je ne vais pas leur expliquer comment faire, ils savent très très bien le faire tout seuls. En fait c'est très simple, les faux billets ne passent pas au contrôle. Donc il faut savoir qu'on a des douchettes, que dans ces douchettes sont enregistrées toutes les places, qu'il y en ait 1000 ou 5000, les places remontent des ventes dans cette douchette. Ce qui veut dire que les contrôleurs, quand ils sont à la porte et qu'il y a un faux billet, la douchette, elle s'allume toute rouge. Donc souvent, malheureusement, c'est des gens c'est pas des gens qui eux-mêmes ont fait des faux billets. Hein. Ils sont allés acheter sur des sites parallèles des billets, croyant bien faire. Il y a des repères à avoir. Quand un concert est complet et que vous trouvez plein de places sur des sites que je ne nommerai pas, mais des sites parallèles, il faut se poser des questions parce que ça n'existe pas en fait. Et on a déjà eu le cas effectivement de gens, les pauvres qui arrivaient de Toulouse, qui étaient une dizaine, qui avaient loué un minibus pour une occasion, et en fait ils avaient 10 faux billets. Et on voit bien à leur tête que ce n'est pas eux qui ont fait des photocopies. Donc il faut toujours se méfier. Nous, les contrôles sont faits. Si on peut trouver des solutions pour ces pauvres gens, on trouve. Mais par contre, parfois, le concert est complet. Et malheureusement, ils ont acheté des billets à leur risque et péril. Et c'est rare, mais il y a des fois, on ne peut pas les accepter parce que faute de place. Et ça nous rend triste. Mais à côté de ça, on peut pas faire autrement. Donc il faut toujours se méfier des sites parallèles. Regardez toujours les numéros de billets, parce que souvent c'est des photocopies, donc ils ont tous le même numéro. Donc déjà ça doit alerter les personnes. Voilà. Et c'est interdit par la loi aussi. C'est que c'est interdit de vendre des billets sur un marché parallèle. Donc voilà. Donc on était avec la directrice du Zénith et le régisseur général. Yed, ça t'a apporté quoi cette rencontre au Zénith de Pau ? Ça m'a apporté un stage. Enfin, on va croiser les doigts parce qu'on est en train de faire là. Mais toi, courageusement, vas-y, explique comment ça s'est passé. Tout d'abord, je t'ai demandé si je pouvais leur demander si je pouvais faire un stage de 3e de découverte. Et il a accepté, il m'a dit oui, essaye. Du coup, à la fin, j'ai demandé à la directrice du Zénith si je pouvais faire un stage de 3e. Et elle m'a gentiment accepté. Il n'y a pas encore la... Mais enfin, c'est en très 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 bonne route, quoi. Super, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ce stage d'après toi ? C'est quoi qui t'exciterait, quoi, de faire un truc... dans le Zénith, le peu qu'on a vu... Qu'est-ce que tu as envie de faire là-bas ? On verra bien, mais plutôt, quand on est rentré, il y avait des bâches. Il y avait tout était caché. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train d'installer la scène du prochain, je sais pas quoi, il y avait un truc. Et voilà, moi j'aimerais bien découvrir il y a quoi sous ces bâches.
Super. Donc génial, hein, coup du stage. Bon, là, il fallait avoir le culot de demander juste après l'interview ce que tu as eu comme culot. Donc tu te le dois qu'à toi, hein, le stage là, c'est super. Ouais. Joanne, il y avait quelque chose aussi qui t'a interpellé? C'est étonné, choqué, c'est comme tu veux le dire, mais le fait que d'une façon permanente, c'est qu'une équipe de 7 pour s'occuper du Zénith, mais dès qu'il y a un concert comme ça, la taille de l'équipe peut aller jusqu'à 150 à ce qu'il nous a dit, ce qui m'a vraiment étonné, juste le fait qu'en pour un jour, pour une soirée, l'effectif passe de 7 à 150, c'est pas que je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de personnes en permanence, mais il y a que cette personne, la directrice, le programmateur et d'autres personnes avec eux, dont la sécurité. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. De 7 à 150. Donc là, c'est vraiment, on est dans deux dimensions très différentes. Mais justement, on reste avec toi, Joanne, parce qu'il y a le sujet suivant. Et alors, ils sont aussi de 7 à 150 personnes aux ateliers du NES à Jurançon? Non, ils sont beaucoup moins, parce que la salle est beaucoup plus petite, bien sûr, mais c'est pas exactement ça que j'avais trouvé si impressionnant par rapport au NES. C'était leur histoire, l'histoire du bâtiment, le fait qu'avant, c'était une usine désaffectée qui a été rachetée avec l'euro symbolique, comme il nous l'a si bien dit le directeur, qu'ils ont passé ça d'une usine désaffectée qui était plus utilisée, qui faisait un peu tâche, si je peux le dire, donc ils l'ont racheté, ils l'ont transformé en l'atelier du NES qu'il est aujourd'hui. Il avait ce qui j'ai trouvé quand même extrêmement intéressant, juste le fait que parce qu'il leur manquait ça dans la ville, ils nous avaient dit qu'ils avaient besoin d'un projet culturel, si je me rappelle bien, c'est ça le mot. Et donc ce projet culturel a été transformé en ce qui est l'atelier du NES aujourd'hui. Vu que c'est beaucoup moins grand que le Zénith, tu as l'air que c'est plus personnel, tu es plus en contact avec le spectacle au lieu d'être très loin. On y va, on démarre? Bonjour, aujourd'hui nous sommes devant l'atelier du NES à Jurançon et nous allons interviewer le directeur. Alors, je m'appelle Corentin Mouvy, je suis directeur culture événementielle pour la commune de Jurançon et je suis aussi directeur de la salle L'Atelier du NES, qui est un équipement culturel de la commune de Jurançon. Quelle est l'histoire de ce lieu et comment a-t-il été créé ? La politique culturelle, souvent c'est une politique importante, hein, et les élus, à un moment donné en fait, du mandat, ils ont voulu créer aussi un équipement culturel à Jurançon parce que ça correspondait à un besoin, c'était un manque en fait. Et aussi et surtout, à cet endroit-là, à l'origine, c'était une usine désaffectée, les usines Odoul, qui était tombée en fait en friche, une friche industrielle. Et donc cette friche industrielle aussi, ça gênait le paysage. Et en parallèle de ça, requalifier une friche industrielle, c'était important aussi pour la teneur environnementale de la politique en fait. Donc il y avait en fait plusieurs intérêts à créer cet équipement culturel, à la fois un intérêt culturel, un intérêt pour les usagers, pour le public, et donc l'intérêt général, mais aussi un intérêt environnemental pour faire quelque chose de ce lieu qui tombait en fait en ruine et surtout en fait risquait à terme d'avoir quelques dégâts écologiques si on laissait en fait trop longtemps ce lieu se faire comme ça. Quel est le nombre de salariés dans votre équipe et quels sont leurs rôles ? Alors on est une toute petite équipe, il n'y a que 2 agents dans l'équipe de service culture événementielle. Il y a une personne qui est chargée des événements hors les murs, des événements en dehors de la salle. Et on a donc un agent, en fait un agent technique qui fait la régie son et lumière des spectacles. Il est au tout début de sa carrière. C'est moi qui l'ai accompagné pour faire des formations et faire donc et apprendre ce métier qui l'intéressait. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Alors, ce que j'aime dans mon métier, c'est surtout proposer au public et aux spectateurs des découvertes. Donc, des découvertes culturelles
C'est justement en fait le rôle de beaucoup de petits équipements culturels et d'équipements culturels qui travaillent donc au sein donc d'une commune. En général, ce qu'on essaye de faire, comme on n'a pas forcément des très gros moyens comme le Zénith pour faire venir des très très grands artistes, on essaye de s'appuyer sur des professionnels qui proposent des spectacles un peu moins chers parce qu'on a moins de moyens, mais par contre, c'est de très très grande qualité et c'est des choses qui sont peu connues, donc on découvre en fait et on est curieux d'aller voir des spectacles. Donc ça, c'est ce que j'aime dans mon métier. En moyenne, combien de spectateurs viennent à vos concerts? En moyenne, alors on ne fait pas que des concerts, on fait aussi des spectacles, mais en moyenne, en général, on est sur 200 spectateurs. Voilà, c'est la grande moyenne. Ça nous arrive parfois même de faire des salles complètes, entre 250 et 300 personnes. Comment prenez-vous contact avec les artistes ? En général, on prend contact avec les artistes soit directement, parce qu'on les repère, on a été voir leur spectacle ou leur concert, et donc on s'est dit, tiens, ça va être intéressant, ça, je le vois bien dans ma salle, techniquement, ça marche, ça fonctionne, ce ne sera pas trop compliqué, et typiquement, ça correspond en fait au projet culturel et artistique de la salle. Parce que ce qui est important dans la programmation aussi, c'est qu'il faut raconter une histoire à notre public, une histoire qui soit cohérente en fait, qu'on puisse faire comprendre au public. Mais voilà, nous, on propose de la musique du monde et on propose des spectacles pluridisciplinaires, donc qui font intervenir plein de genres artistiques. Du théâtre, de la marionnette, du conte, parfois du cinéma aussi, ou du théâtre d'improvisation. On en fait beaucoup de ce genre de spectacle qui allie plusieurs disciplines. Mais donc, en général, ce qu'on fait, c'est on essaye d'aller voir les spectacles. On essaye de les voir directement sur scène. Comment fonctionne la préparation d'un concert ? La préparation d'un concert. En général, le concert, il se prépare souvent la veille, la veille de la date. On installe et on préinstalle en fait tout le matériel nécessaire au concert. Là, pour prendre l'exemple de notre salle, on a parfois en fait des demandes des artistes qui demandent spécifiquement en fait des dispositifs comme par exemple une machine à brouillard, une machine à fumer. C'est très bien parce que ça fait vraiment des effets très particuliers, comme ça les artistes peuvent entrer dans le brouillard et ça fait quelque chose de particulier, c'est esthétique, mais on n'a pas en fait la machine à brouillard, donc il faut l'installer, il faut la louer, voilà, donc tout ça en fait en général on anticipe et on installe un jour avant le concert, on prémonte tout ça et comme ça quand les artistes arrivent en général en fin de matinée, mais tout est prêt, il n'y a plus qu'à brancher les instruments et faire les balances, les réglages lumière ou dire bon, tiens il faut que je vois mes partitions, il faut que je me vois moi, etc., etc. Et tout ça, ça prend en général une bonne partie de l'après-midi et en général le concert est prêt à jouer vers 17h30, 18h, on a fini tous les réglages et puis le spectacle et le concert il peut se jouer à 20h, 20h30 et on peut accueillir le public avec les artistes sur scène. Arrivez-vous à attirer un public jeune dans votre salle? Et si oui, comment? Alors, c'est pas simple d'attirer les publics jeunes dans une salle de spectacle. Si on prend l'exemple vraiment donc, de la génération jeune entre les adolescents jusqu'à peu près la fin des études supérieures, 25 ans, on constate en fait que les salles de spectacle ont beaucoup de mal à attirer ces publics pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, les publics jeunes ne sont pas habitués à aller fréquenter les salles de spectacle. Ils ont d'autres occupations, par exemple les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et en général, ces générations s'occupent à faire ça. Ensuite, ils vont peut-être souvent, le plus souvent au cinéma. C'est les sorties culturelles habituelles en fait de ces générations. Et donc, en fait, pour les attirer, il faut réussir à trouver en fait les sujets qui vont les intéresser, les sujets qui vont les intéresser en particulier. Il y a des dispositifs qui existent, qui ont existé en fait, comme par exemple le Pass Culture, on était dessus, mais même le Pass Culture, même lorsque les jeunes ont des places offertes, en fait, ils ne les utilisent pas. Ils n'utilisent pas ce type de budget. Donc en général, on arrive à accueillir les publics jeunes quand c'est des sorties qui sont construites
avec les établissements scolaires, avec les collèges, avec les lycées et parfois avec les facs. Vous voyez, voilà. Ou alors quand on construit vraiment un vrai partenariat. Donc c'est assez compliqué en fait d'accueillir les publics jeunes et que les jeunes décident eux-mêmes d'aller voir des choses en fait. Johan, donc toi, tu as aimé ce côté. J'ai bien aimé, j'ai aussi bien aimé l'architecture, elle était très, très jolie. Mais t'es attiré par l'architecture. Oui. Bon, voilà, donc tu as un goût pour ça, et donc on va vers ses goûts, c'est normal. Yet, tu as trouvé ça aussi chouette, les ateliers du NES, par rapport au Zénith? Ouais, c'était bien, mais il y a un énorme contraste entre le Zénith et la télé du NES. On va Alors pas se comment mentir. tu le qualifierais, ce contraste-là? Le Zénith, c'est 20 fois plus gros et le volume, il est énorme comparé à la télé du NES. Mais sinon, la télé du NES, c'est aussi très bien et très beau. C'est quoi, Alpha? Il nous a pas fait un petit cadeau, le directeur des ateliers du NES, à la fin? Il nous a pas fait une proposition, tu te rappelles? Ça, on ne l'a pas répété, mais il y avait quand même une petite proposition. Bon, les places, ils étaient à 15 € et il nous a fait une offre de bienvenue, 5 € la place pour nous et notre famille, non? Oui. Ouais, apparemment, bon, c'était un peu... Mais en tout cas, pour vous, 5 €. Ouais. Il vous a invité à venir à un concert au prix de 5 € au lieu de 15. Donc c'est super sympa de sa part. Où est-ce qu'on était, Carla, après le lendemain? Donc le jeudi, on a été interviewé quelle personne, enfin dans quel lieu? Tu te rappelles? Ampli. Ouais, c'est quoi Ampli? Alors là où on a été, Ampli, c'est là où il y a plus de... Ceux qui font du rock et quoi que ce soit, c'est pas le même thème que les Zéniths ou les autres trucs. Parce que... là-bas, c'est plus pour rock, tout ce qui est vraiment très fort. Tandis que les Zéniths, genre, y a plus d'artistes qui viennent, qui ont plus en soi, qui peuvent plus venir. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est quand ils nous avaient dit combien de personnes il y avait dans cette petite salle. Parce qu'en soi, la salle, elle est très sombre et très petite. Et il y avait, ouais, je crois 400 personnes en moyenne, mais c'était vraiment... Ah non, c'est pas ce qu'il dit dans le reportage. Il dit que la jauge, donc le nombre total de personnes possibles dans la salle est de 400 personnes et la moyenne est plutôt beaucoup plus basse, 150 personnes à peu près. Ouais. Bonjour, nous sommes ici à Ampli, devant leur salle de concert qui s'appelle La Route du Son. Oui, je m'appelle Jérôme Lansalot, je suis assistant pour l'action culturelle à l'association Ampli et je fais partie de l'équipe des permanentes depuis une dizaine de jours à peine. Et donc moi c'est Bertrand Pérez, je suis le programmateur de l'association Ampli depuis très longtemps, depuis 1990. Je m'occupe également de l'accompagnement de projets ou l'accompagnement de groupes, c'est-à-dire aider les associations qui veulent organiser des concerts ou aider les groupes à franchir des paliers en les aidant sur la communication, la technique, plein d'aspects qui concernent l'artistique. L'histoire de ce lieu, elle remonte quasiment aux années 90. On était au domaine de Cers, c'est au nord de Pau, parmi les chevaux. On avait deux préfabriqués, et les groupes y répétaient là-bas. Et au bout d'un moment, on s'est dit, moi j'étais musicien, je faisais un peu le tour de l'Europe avec mon premier groupe qui s'appelait Peter Plan. J'ai vu plein de salles de concert un peu partout, et puis on s'est dit avec les copains, mais ce serait bien qu'il y ait une salle de concert à Pau. Donc on a travaillé sur ce projet, et on a mis quasiment 13 ans pour venir jusqu'ici, avoir un équipement professionnel avec une salle de concert, parce qu'on n'avait pas de salle de concert. On faisait des concerts à droite, à gauche, itinérants. Et on a intéressé de plus en plus de monde, et donc ça a intéressé les politiques. Et au fur et à mesure, on a réussi à créer ce lieu, avec des locaux de répétition, une salle de concert, un volet action culturelle qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Voilà, c'est une belle aventure humaine, comme on dit maintenant. Quel est le nombre de salariés et quels sont leurs rôles ? Actuellement, il y a 5 personnes salariées sur une équipe permanente. Donc il y a Bertrand qui est à la programmation, Gaël qui s'occupe des répétitions et du volet un peu communication également.
depuis récemment. Il y a Frédéric qui s'occupe du volet administratif. Stéphane qui s'occupe qui est le responsable de l'action culturelle et qui a un rôle un peu de coordination en ce moment auprès de l'équipe. Mais il y a également, je crois que j'ai fait le tour, j'ai oublié personne, et il y a également toute une équipe d'intervenants ponctuels qui sont souvent intermittentes ou intermittents du spectacle, qui viennent renforcer l'équipe sur certains moments, aussi bien pendant les concerts avec des personnes qui sont liées à la technique. Comme je vous ai montré un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de volets techniques, et aussi sur le volet de l'action culturelle où des artistes viennent participer à des projets scolaires par exemple, ou d'autres types de projets. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Qu'est-ce que j'aime dans mon métier ? C'est le côté humain. Moi, je suis à la programmation, donc je travaille à la fois avec la communication, avec la direction, avec la technique, avec l'action culturelle, parce qu'on essaie à chaque concert de faire une plus-value sur des actions par rapport au concert et au style. Et il n'y a pas de routine parce qu'on reçoit des artistes, et donc à chaque fois c'est des grands moments de discussion. Au-delà des concerts que j'ai l'opportunité et la chance de voir, je vois tous les styles de musique. À la base, j'étais pas vraiment ouvert à tous les styles de musique, mais dans tous les styles de musique, il y a vraiment des choses intéressantes. Donc c'est le côté humain essentiellement. En ce qui me concerne, qu'est-ce que j'aime dans mon métier ? Je suis musicien, donc je suis guitariste-chanteur, tout comme Bertrand qui est bassiste. Ce que j'aime, c'est surtout à travers l'action culturelle, c'est la transmission. Voilà, et encourager les publics, quels qu'ils soient, à pratiquer quelque chose de culturel. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et comme je fais de la musique et que j'ai toujours été persuadé qu'on n'était pas obligé d'avoir fait des années et des années de conservatoire pour pouvoir pratiquer de la musique et avoir plaisir à le faire, j'encourage tout le monde, j'essaye d'encourager par mon travail à ce que les gens pratiquent et se fassent plaisir avec la musique. Voilà. En moyenne, combien de spectateurs viennent à vos concerts ? En moyenne, donc on est à peu près sur une jauge de 160 personnes, la salle faisant 400 personnes. Mais ça dépend des propositions, des choix artistiques. Plus l'artiste est connu, plus il y aura du monde, et moins l'artiste est connu, et moins il y aura du monde. Donc là on s'y attend, on fait des budgets, on travaille sur les entrées, les finances, et on s'en sort comme ça. Comment prenez-vous contact avec les artistes ? C'est une belle question. Alors plus l'artiste est connu et plus c'est l'association qui va chercher à attirer l'artiste. Et moins l'artiste est connu et c'est plus eux qui vont vouloir venir jouer à tout prix dans l'association. Moi je reçois par jour 70 mails de groupes qui veulent jouer Ampli. Donc le pourcentage de groupes qui arrivent à jouer Ampli est très faible, mais c'est la loi du marché. Par contre pour avoir une vedette il faut batailler, et c'est la loi du marché aussi. Comment fonctionne la préparation d'un concert ? Oula, vaste question. Donc je vais un peu démystifier le rôle du programmateur, parce que quand on accueille un concert, il faut s'occuper de quoi ? Il faut s'occuper des contrats avec les artistes, il faut s'occuper de les loger, donc réserver un hôtel, il faut s'occuper de les faire manger, donc réserver des repas, il faut s'occuper de la communication, il faut s'occuper d'aller chercher l'argent à la banque, il faut s'occuper d'accueillir le public, donc ça veut dire embaucher de la sécurité. Il faut s'occuper des bénévoles parce que nous on n'est pas assez nombreux, on a besoin de bénévoles pour nous aider à servir au bar, à faire la billetterie, à accueillir les artistes ici. Ici, moi je fais la vaisselle souvent tous les soirs, où je passe la serpillière, donc voilà, le métier c'est aussi accueillir les gens comme si on était à la maison, quoi, pour qu'ils se sentent bien. 90% d'un succès d'un concert, c'est à mon avis l'accueil que tu peux avoir dans une salle. Si tu es bien accueilli, tu as envie de faire plaisir aux gens. Si on te laisse dans un coin sans rien faire, je pense que tu es plus content de partir plus vite en tout cas. Je dois sûrement oublier plein de trucs sur un concert, mais grosso modo, c'est un peu tout ça. Ouais. Arrivez-vous à attirer un public jeune, et si oui, comment ? C'est une très bonne question. On a un peu de mal à capter le public jeune. Alors pourquoi ? On est un peu éloigné géographiquement du centre-ville. C'est pas toujours facile de venir ici. Nos propositions artistiques sont pas forcément connues parce qu'on a une petite salle, donc les jeunes ils aiment bien aussi quand il y a des choses connues. Mais on arrive à attirer les jeunes avec des soirées électro, essentiellement, que ce soit house ou techno, où on fait venir des DJ et généralement on va jusqu'à 4h du mat. Donc là il y a beaucoup de jeunes qui viennent. On en a fait 2 à la rentrée, les 2 étaient complètes, 330 personnes chacune. Voilà, c'est plutôt des soirées à thème plutôt que des artistes que les jeunes recherchent actuellement. Il y a aussi une difficulté, nous tous les concerts sont payants.
Et les jeunes, en ce moment, leur pouvoir d'achat n'est pas au top, donc un peu compliqué pour eux d'atteindre nos salles. Bon, t'as aimé, Carla, cet esprit rock? Pas trop, parce que c'est pas trop mon délire, c'est pas... J'aime pas trop. Alpha, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il n'y a pas eu quelque chose qui t'a intéressé, non, dans cette rencontre-là? Il y a eu une proposition, en tout cas. Bah oui, il nous a fait une proposition. Parce que comme moi, je rappe, en fait, il m'a demandé, il y avait une autre formation qui va débuter en 2026. Mais bon, actuellement, il n'y a pas de place, mais en 2026, il ne sait pas si c'est quel mois. Donc après, il a dit qu'il va nous dire ça. Donc de faire une formation là-bas, vidéo, photo, vous voyez, et aussi accompagnement projet. Donc c'est de tout. projet artistique. Ouais, le projet artistique, en fait. Ça peut t'aider vachement, ça, non? Bah ouais, ça peut m'aider, ouais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, le plus? C'est quoi qui pourrait t'aider le plus actuellement par rapport dans ce que tu fais, en chant ou au niveau du rap? Qu'est-ce que c'est qui te rendrait le plus service actuellement? Non, je fais pas de rap beaucoup, mais quand même avant, parce que je suis TikToker, en fait, vous voyez. Alors moi, je vois pas ce que c'est, ouais. Mais il faut que tu m'expliques rapidement ce que c'est. Ça consiste en quoi, en fait, d'être influenceur sur TikTok? Bah oui, avant, je suis TikToker, en fait. Je fais du rap, du danse un peu. Donc ici, 100 000 abonnés. Et aussi, ils avaient un autre compte avec un pote. Le compte, il a 1 million et quelques d'abonnés. Mais malheureusement, le compte, il appartient à lui. Mais c'est moi qui ai créé le compte. Peut-être je vais récupérer le compte. Parce qu'actuellement, donc, à TikTok, ça paye beaucoup. Il y a beaucoup de fric là-bas. Donc, Bon, vas-y, fais du rap dans ce cas. Allez, lâche le compte TikTok. Non, mais ça a l'air d'être sacrément... Parce que là-bas, moi, je vais dire... le rap, c'est bon, en fait, vous voyez. Mais plutôt, c'est le danse que j'ai fait avant. Le danse, mais j'ai essayé le rap un peu, mais il y a d'autres personnes qui m'ont conseillé de continuer. Que c'est bon, parce que j'ai un peu de talent, c'est ça. Donc, mais avant, j'ai fait le danse avec une équipe en Afrique, chez nous, là-bas. Donc, ça va... Ok. Bon, à voir si cette formation peut te rendre service, en tout cas, et c'était très sympa de leur part de proposer. Ouais. Et sachez qu'il y a ce genre de formation qui existe, maintenant vous le savez, pour pouvoir soit faire des enregistrements studio, soit apprendre à créer artistiquement son morceau, voilà, donc ça peut vous aider. Dans vos problématiques là de création artistique et pour avancer dans vos projets. Merci beaucoup Alpha pour cette intervention. Mais voilà, on a présenté un peu nos 3 reportages, on en a parlé entre nous. En guise de fin, ça serait bien de pouvoir exprimer vous ce que vous avez ressenti. Je vous disais tout à l'heure en préparant là ce podcast. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous en parleriez à des potes de cette semaine d'Atelier Jeunes? Du coup, peut-être, Siaba, c'était quoi ton souvenir le plus marquant cette semaine, ce que tu as aimé? At this week, I really enjoyed at this week Kuma movie. I didn't know before how to recording someone, how to interview someone. I didn't know before, and that day, I know how to recording someone, how to ask a question for someone. So I learned that. I'm so excited. Siaba a dit qu'elle a bien aimé apprendre par rapport à comment utiliser une caméra, comment parler à des personnes, comment les interviewer. Et elle a été excitée d'avoir fait cette semaine. Voilà, ok, merci Johan pour la traduction, merci Siaba pour ton souvenir et ce qui t'a marqué le plus dans la semaine. Merci pour ton sourire. Peut-être qui c'est qui veut prendre la parole? Carla peut-être sur... Oui, déjà, si on n'est pas investi dans ce qu'on a décidé de faire pendant la semaine, forcément la semaine elle va passer hyper longtemps. Et en soi, il faut s'investir vraiment, même si on n'aime pas, il faut au minimum au moins respecter et bien être là, quoi.
Ouais, c'est ça, toi, que tu as Et, retenu, c'est ce côté... et surtout qu'à la Oui, fin, vas-y. genre, on a une somme de 90 € à la fin. Donc en soi, c'est ça qu'il faut plus retenir dans la tête. Ben ouais, il y a quand même là. Alors c'est pas un salaire, c'est une bourse là. Alors moi j'aime bien qu'on soit franco là-dessus et c'est vrai qu'il y en a qui disent directement, mais toi t'es là pourquoi? Ben moi pour les 90 €. Et ça n'empêche pas d'être clair et de dire ouais moi je suis là pour les 90 €. Par contre ça t'a pas empêché d'être investi pendant toute la semaine. Donc c'est super. Léléanore, qu'est-ce que t'as envie de dire sur cette semaine? C'était très intéressant pour des passionnés de la musique comme moi. Alors, il y avait aussi les musiciens, techniciens, chanteurs. C'est très intéressant parce qu'on a rencontré des personnes de l'ombre, donc des personnes qu'on ne voit pas quand on va dans un concert. C'est un peu comme des tops, des petites fourmis. Et j'ai envie de dire que sans eux, en partie, rien ne serait possible. On ne pourrait pas faire un concert comme au Zénith. On ne pourrait pas avoir notre scène installée direct. On devrait le faire nous-mêmes. Donc c'était très intéressant. Ben merci, c'était complètement l'objectif de cette semaine-là. Hein. C'était d'essayer de découvrir les coulisses, le derrière de ce qui se passe sur scène dans la lumière. Alpha, tu as envie de dire quelque chose aussi sur ce que tu as retenu cette semaine, ton petit mot de la fin? Bon, c'était bien. Merci Alpha. Et aussi avec l'équipe aussi, hein, parce qu'avant, je bosse tout seul en fait. Actuellement, à cause de cet atelier-là, en fait, j'ai pu gérer pour travailler en équipe. Vous voyez? Ouais, donc c'est important ça. Pour le cadrage du caméra aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que sur tous mes comptes en fait, parce que moi je fais avec le phone, je fais pas avec une caméra, vous voyez. Mais à travers ça, du coup, j'ai découvert beaucoup de choses parce que dans quelques temps là, je vais essayer d'acheter une caméra pour continuer mes vidéos, vous voyez. Donc là, c'était bien, merci. Super. Et du coup, on n'a pas fait le tour encore, mais il y a Johan qui, son retour à Johan de la semaine. J'ai bien aimé. Moi, le but d'être ici, c'était pas vraiment l'argent. Pour moi, c'était secondaire. Je vais pas mentir, je vais le dire. J'ai oublié quelques fois qu'on avait 90 € à la fin de la semaine. Je m'en suis rappelé parce qu'on l'a dit tout à l'heure et maintenant. Ben, tu feras don à une bonne œuvre. Parce que moi, mon but, c'était venir ici pour apprendre des choses. C'était pour apprendre à être en équipe un peu aussi, même si je sais le faire. C'est être avec des personnes. Parce que ça qui me manque, c'est le contact avec l'autre. C'est apprendre à avoir de la patience, savoir faire avec les autres, tout ce qui est, je sais ça a été redit, mais apprendre ce qui se passe derrière la scène d'une façon assez littérale, c'est très intéressant de savoir qu'il y a quand même une petite fourmilière derrière qui se passe, qui est très bien, il y a tous ces engrenages qui fonctionnent pour qu'il y ait une soirée parfois, comme le fait que le Zénith passe de 7 à 150 membres juste pour une journée. Et comment est-ce qu'il peut y avoir beaucoup d'histoires derrière les salles comme avec l'atelier du Nez. Comment est-ce qu'avec Ampli, c'est une association qui est là pour les personnes et ça n'a pas été créé pour se dire on est là, on va être la meilleure salle. Non, c'était là pour que les artistes aient un endroit pour pouvoir faire des répétitions et enregistrer s'ils ont besoin. Que ce soit pas que les grands qui aient accès à ça. Ok. Merci beaucoup, Johan, pour ce retour. Yed, on n'avait pas fait... t'as rien à dire sur la fin de la semaine? Qu'est-ce que c'est ton souvenir de la semaine, ce qui t'a marqué? Non, on a tous appris quelque chose. On a tous apprécié cette semaine. On a tous... voilà. Non, mais attends. T'as quelque chose à rajouter? Je vais passer au bilan. Enfin, au bilan, à la fin de l'émission. C'est bon? Yes. Ok. Je vais passer à la fin de l'émission. Merci, Yed. Je vais passer à la fin de l'émission. Merci beaucoup pour votre sincérité, pour votre capacité à parler de façon, sans interdit, Moi, j'ai trouvé que c'était très direct de votre part, et ça, c'est vachement intéressant. Tout ce que vous avez fait là, les questions que vous avez fait là, le plan qu'on a travaillé ensemble et les prises de parole que vous aviez envie de faire, on vous a pas du tout forcé à dire quoi que ce soit. C'est vous qui exprimez notamment ces mots de la fin là, et ça c'est important aussi de le dire.
Je vais remercier donc nos partenaires sur cet atelier jeune, donc la Kumamovi, qui nous aide techniquement à réaliser les reportages qu'on a fait, notamment aussi au niveau de la pédagogie. Christelle Véron qui est ici pour la prise de son, l'installation du plateau et tout ce qui va avec dans son professionnalisme là-dessus, sa connaissance. Merci aux accompagnateurs aussi, on en a parlé tout à l'heure, les gens du CRAPS, la prévention spécialisée, Isarcos et d'autres structures qui en plus sont présentes pour le bilan ici et je les en remercie. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors on va faire notre cri de guerre à la fin. Et qui est joli quoi en fait et qu'on a fait au démarrage et pour finir cette émission. Merci encore au public d'avoir été présent. Tu veux dire un truc avant, Johan, ou quoi? Juste un dernier mot. Oui. Juste un dernier mot avant de partir. Je veux dire, je suis très heureux de pouvoir avoir fait Google Traduction pour... Mais oui, pour, mais quel talent en plus, tu l'as fait super bien. Ça nous prouve qu'on peut faire un atelier en international comme ça. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà, on va sur la conclusion. Donc c'est le moment de notre cri de guerre. Attention, 3, 2, 1. Silence. Moteur, ça roule. Oh, Alpha, qu'est-ce que tu fais là? Attends, on refait avec un peu plus de hargne, s'il vous plaît, quand même. Vous êtes des artistes, des chanteurs, des TikTokers, tout ce que vous voulez. Là, il faut y mettre de la vie, là. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Silence. Moteur. Ça roule. Action. Coupé. Ah oui, avec coupé, hein, normalement. Voilà.